Yo 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 22 décembre. Tac, un 2 et un 2. Un 2 et un 2, oui. Bon, elle Bonjour était à facile. toutes et à tous. Elle était facile. Elle était très facile, bonjour à toutes et à tous. Non, on ne vous lâche pas même le jour de la reprise, on avait dit qu'on serait encore avec vous même après la fin du plus grand marathon de l'histoire de tous les temps avec les 30 prévus en 22 jours. Aujourd'hui, c'est la reprise de la NBA. La NBA. La NBA qui reprend. Boum C'est boum. trop Avec bien. un bon gros double-header assez cool, quoi, à regarder en tout cas. Tout à fait. Et puis Puisqu'on demain, aura- une petite journée de 13 matchs. Exactement, pour bien préchauffer tranquillou. Ça va être énorme. On sera ce soir, évidemment, sur les réseaux sociaux pour vivre ces deux rencontres avec vous. 1h du matin, Nets Warriors, puis 4h du matin, Lakers Clippers. On aura le temps de débriefer de tout ça en long et en large. Je vois qu'Alex se marre déjà. Je sens qu'on va être très taquin sur les réseaux, notamment l'oiseau bleu. Mais donc forcément, Alex, on s'était regardé, on s'était dit ce week-end, bon allez, on fait un petit break. Tu déconnes, on s'est dit ce serait peut-être pas mal de faire un tour des Awards avant le début des hostilités. Ouais, histoire de voir un peu qui t'a en pole position, qui j'ai, et puis après questionner un peu les gens, les fans, voir si les fans des Warriors mettent toujours Curry, si les fans Oups. des Nets mettent Durant, et Oups. tout ça quoi. Exactement, être taquin. Donc forcément, on va vous demander à vous, là pendant les quelques prochaines secondes et minutes, ou ceux qui ont déjà vu le titre de la vidéo, de préparer un petit peu vos votes. Parce que comme d'habitude, la formule ne change pas. Chaque année, nous avons 6 trophées individuels qui vont être distribués en fin de saison. Alors, en attendant de voir dans quel état on sera tous et dans quel contexte sanitaire, on a habituellement des NBA Awards. Là cet été c'était un peu particulier, hein. Giannis a reçu son trophée en tong, Bam Adebayo, non, c'était plutôt Brandon Ingram d'ailleurs qui l'a pris. Cette année c'était particulier parce qu'en plus les mecs ont été jugés sur une saison régulière qui a été cuttée, ce qui s'est donc arrêté en mars. C'est les votes étaient faits avant d'aller dans la bulle, non ? Ah oui, les Donc, votes prenaient la saison régulière allant jusqu'au 13 mars. Voilà, donc sur une 60-65 matchs, donc un truc un peu bizarre. Je dis pas que le dernière ligne droite de la saison aurait forcément changé quelque chose dans les votes, encore que sait-on jamais, mais du coup ça donnait un timing hyper chelou parce qu'on s'est retrouvé avec des trophées distribués en août, voire en septembre, alors que la saison elle est finie, enfin les votes sont clôturés depuis le mois de mars, et que comme tu l'as dit, Giannis, il a été MVP, alors du coup, limite s'est fait tacler quand il a reçu son titre de MVP, c'est genre dit, oui mais il a perdu contre Miami. Bah oui les gars, mais alors en fait c'est un trophée de Il s'est saison fait régulière, stopper par Jay Crowder, Alex, enfin, c'est ça la tu phrase. vois, non mais, donc du coup, c'est assez chelou, ça c'est vrai que ça fait partie des trucs que sur lequel la NBA devrait taffer, les histoires de timing de remise des awards. Oui, Je trouve qu'à chaque fois ça gâche un tout petit peu le truc, enfin à chaque fois non, mais ça va souvent, venir, ça va ouais, venir. ça gâche un peu. Sinon, voilà, ne pas oublier que ce sont des trophées qui sont remis sur les performances de saison régulière. Tout à fait. Et la NBA Voilà. taffera sur ce magnifique timing, on le sait. Ils essayeront de le ramener peut-être en plein play-in tournament, histoire de foutre le bordel maximal entre le 17 et le 22 mai. Comme ça, ta distribution de sel, elle sera internationale. C'est ça qui est cool. On vous Là, a il y en prévenu, aura pour le tout le monde. play-in tournament. Ah bah ça, c'est ouais, tourné alors de play-in sel. tournament plus NBA Awards, alors là, Là, c'est Quelqu'un le a de la week-end du sauce sel. est-ce que quelqu'un a de la sauce, s'il vous plaît? C'est clair. Quelqu'un a une entrecôte parce que là j'ai du sel. Exactement. Du coup, comme je le disais juste en intro, on a nos 6 trophées habituels. Le rookie de l'année, le 6e homme de l'année, la meilleure progression, le défenseur de l'année, le coach et le most valuable player. Ces 6 trophées, ils ne bougent pas. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. Vous le savez, comme tous les ans, on aime bien rajouter la petite sauce trash talk, le comeback de l'année et tout ça, mais on en discutera dans d'autres vidéos parce que ça, on surveillera des anciens de près et de loin. Mon cher Alex, je pense qu'on ne va pas perdre de temps. Non, faut pas perdre de temps là. Exactement, parce que ce NBA soir ne on a perd match. pas de temps. Chut, Ouais, exactement. Et donc on vous envoie tout de suite sur le premier trophée dont on va parler et sur lequel on va discuter. C'est celui de rookie de l'année, une draft particulière puisque comme on l'a dit, draft 2020, en fait les gars, vous n'avez pas de camp d'entraînement à peine, vous n'avez pas de Summer League, vous vous démerdez et va me chercher les cookies. Ouais. Compliqué pour ces rookies. Tiens, va chercher les cookies, par contre demain t'es titulaire. Ouais. Alors c'est pas Ah, t'as pas mis de pour masque, l'entraînement. putain. T'inquiète pas pour l'entraînement. Bordel, non, on a c'est dit vrai les que cookies c'est avec des gants, Alex. C'est tout à fait vrai, on en a déjà parlé ensemble dans un free flow avec Simon aussi, je crois. Le peu de temps d'adaptation
qui est donné à cette cuvée de rookie est quand même historiquement ouf, quoi. Enfin, c'est incroyable. Tout à fait. Quoi. Et les jeunes qui vont pouvoir s'en sortir là-dedans seront les plus félicités parce que dans une situation aussi extraordinaire, on ne peut pas s'attendre aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'habituellement, on est là, genre, y a-t-il un rookie wall sur lequel les rookies vont tomber au bout de quelques semaines? Là, ça veut dire que c'est quoi? C'est en février, les déplacements ne sont pas pareils, le calendrier n'est pas la même. C'est une cuvée de draft, non pas sacrifiée, mais qui se retrouve dans une zone assez extraordinaire par rapport aux autres. Des noms déjà qu'on peut mentionner, parce que j'imagine que certains ont déjà leur vote en tête. On a évidemment du LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman qui ont été draftés dans les 3 premières places. On a tous les garçons comme Patrick Williams ou autres qui ont été draftés un peu plus bas, Obi Toppin, Isaac Okoro. Alex, toi, j'ai envie de dire, ton pick pour le trophée de rookie de l'année, celui pour qui tu aimerais voter déjà maintenant. Disons qu'en tout cas, moi, mon pick, c'est LaMelo Ball. Aujourd'hui, voter, voilà, j'ai besoin évidemment de le voir sur le terrain et tout, mais juste comme ça, avant la saison, puisqu'on est en train de balancer des awards avant la saison, donc là, on est quand même au top niveau de l'expertise. Hein. Là, on est Conclusion, quand même sur du lourd. Ouais, LaMelo Ball, pour moi, pour plusieurs raisons. Bon, déjà... Il a le côté talent spectaculaire et il peut tout à fait avoir le 3e point qui est la production. Je m'explique, donc on en a parlé déjà du talent de LaMelo Ball. Oui. On a vu quelques petits bouts de trucs de pré-saison où on se dit ok, bah, le talent a l'air d'être là, tu vois. C'est impeccable. Le shoot c'est bien un shoot de Ball, hein, de la famille Ball, on a reconnu. Mais le talent à la passe, la vista, le côté meneur de grande taille et tout, c'est vraiment le package qu'on attendait est vraiment là. Ensuite, chez les Charlotte Hornets, ils l'ont pas, on en a parlé pendant la preview, ils l'ont pas drafté en 3 pour lui donner 12 minutes par match, hein, ils l'ont drafté là pour lui filer du vrai temps de jeu, à voir comment vont être gérées les rotations, à côté de Rozier, à la place de Rozier, Graham, comment ça va gérer, mais... Ce jeune joueur va avoir beaucoup de temps de jeu. Il va même, à mon avis, très vite avoir les clés à la main. Ça n'empêchera pas le rôle important de Rozier et Graham, mais les clés de la main pure peuvent être très rapidement, on en a parlé aussi pendant la preview, données à LaMelo Ball. Ce qui fait que je pense que non seulement il est spectaculaire, en plus il a de la vista, et en plus, vu qu'il va avoir les clés, il va avoir pas mal le ballon dans les mains. Et dans une équipe comme Charlotte, où les intérieurs sont pas ouf, mais t'as quand même pas mal de joueurs qui savent shooter, je pense qu'il peut produire beaucoup dès le début, dès sa première saison et sur toute l'année. Et comme pour le trophée de rookie de l'année, on en a un petit peu rien à battre du nombre de victoires que gagne l'équipe, franchement, là-dessus on est d'accord. Hein. Oui, s'il en gagne, c'est mieux, hein, mais je veux dire par là, même si Charlotte est pas hyper performant collectivement, si LaMelo Ball est en... 14 points, 8 passes, 5 rebonds, tu vois, un truc comme ça, et puis qu'il y a un peu de flashy, et puis qu'en attaque, il arrive à générer de l'attaque, il est grave candidat au rookie de l'année. Non, mais je suis d'accord, en plus il y a l'aspect médiatique évidemment qui va être là, mais par rapport à ce que tu disais sur le bilan collectif, évidemment, souvent les votants disent non, on est sur de la perf individuelle et statistique. Après, ce qui fait parfois la diff, c'est ce qu'on a pu voir certaines années précédentes, c'est si tu as vraiment aidé l'équipe à excéder les projections qu'il y a eu en début de saison. C'est-à-dire, peut-être que tes statistiques n'étaient pas top, mais par contre, ton impact était tel qu'on a parlé de ton équipe comme une darling, et ça peut aider, parce que Charlotte, tout à fait d'accord, on n'est pas beaucoup à en parler dans le Play-in Tournament. Bon, ils étaient 9/10e la saison dernière. Si t'es dans le Play-in Tournament avec un bon LaMelo Ball, attention les votes. C'est torché. Si Charlotte est border playoffable avec LaMelo Ball à la main, à mon avis, c'est torché. Je pense, en fait, pourquoi je lui donne mon vote là avant la saison, je pense que de tous les rookies, il a le meilleur alliage de conditions. Il va avoir la balle, il n'y a pas forcément de mec tellement... Il peut vite être le plus dominant de l'équipe. J'aime bien Terry Rozier et Devonte Graham, mais... ça peut vite se voir. Qui est là, oui. Oui, Gordon Hayward, mais Gordon Hayward, c'est un joueur collectif. C'est pas un joueur qui va manger la balle à un jeune meneur talentueux. Après, je pense pas. Après, je peux me tromper. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il a le bon alliage entre avoir la balle, pouvoir s'exprimer, on va lui faire confiance. Il a été recruté pour jouer, pour qu'on joue sur lui et tout. Non, mais tout est mis en place. Ça joue beaucoup, en fait. On a vu Ja Morant l'année dernière.
Ah oui. Au-delà du talent incroyable, hein, bien évidemment, de Ja Morant, bah voilà, c'était quoi sa concu sur les lignes arrière à Memphis, ça a été vite torché, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Rapidement, on a fait ok, bon bah ballon de Ja Morant, quoi, tu vois, genre Le voilà. combo Quoi. est très clair, il est censé pouvoir se régaler. Moi, l'interrogation, évidemment, on va la suivre, c'est Vas-y. sur le scoring, parce que sur la distribution pure, je pense qu'en J'ai effet, dit il va faire... 14-8, hein, t'as vu, hein. C'est ça, t'as dit 14-8. 14, hein. Tout à fait. 14, ça me paraît, tu vois, Tu peux tout raisonnable. à fait... Tu peux être raisonnable là-dessus. Moi, je serais pas étonné qu'il soit limite en 12-10. Enfin, je serais pas étonné qu'il puisse, Ouais, avec le rythme de jeu auquel jouent les Hornets, et vu que Borrego a envie de mettre le pied sur la pédale d'accélération, je serais pas étonné. En tout cas, la Melo Ball va être hyper intéressant. J'avais mis il y a quelques semaines, c'était avant la pré-saison, mais je vais devoir rester sur mon pronostic parce que moi j'avais mis Obi Toppin. Et puis après, il y a eu la pré-saison de Tom Thibodeau. Et disons que... J'ai envie d'enlever 8 victoires dans mon pronostic d'Enix déjà, là. Et alors, pour le coup, je vais rester sur mon Howard pour Obi Toppin parce que j'ai hâte de voir sa production. Je ne lâche pas le fait que c'est un joueur qui est hyper intéressant et qui, sur la pré-saison, a montré des choses que j'aime bien. À la fois dans le jeu purement offensif, c'est-à-dire tu lui files la balle après un pick and roll ou la balle au poste et il y a quelque chose qui va se passer. Soit il va avoir 2 points, soit il va avoir des lancers provoqués, soit il y a un jeu de passe assez sous-estimé où il va trouver des garçons dans les corners. Donc j'aime bien ce qu'il apporte tout de suite. Je pense que même s'il est, hélas, dans un rôle de joueur en sortie de banc derrière l'infâme Julius Randle, je pense qu'il peut déjà avoir un impact conséquent. Parce que c'est pas non plus comme si tu parlais là à l'instant, tu vois, avec Charlotte, tu parlais à l'instant de joueurs qui sont capables de contribuer. Il y a quelques interrogations avec Devontae Graham, Terry Rozier, etc. Mais il y a quand même un très très bon setup. Attention, je veux dire, j'adore RJ Barrett, j'adore Julius Randle, mais d'ici 3 semaines, si ça se trouve, le meilleur joueur offensif de New York, point barre, c'est Obi Toppin. Le problème... S'il joue, s'il a les minutes qu'il faut, parce que là, moi, j'ai un petit stress à ce niveau-là. C'est pour ça que sur la pré-saison, j'étais assez inquiet de voir ce qui s'est passé avec Julius Randle, qui était vraiment non seulement titulaire, mais aussi responsabilisé. C'est pour ça que quand on avait fait la preview, tu sais, tu mettais Obi Toppin titulaire et je te le mettais en sortie de banc. Direct, hein. Ah bah, je l'ai mis en sortie de banc. Ouf. Mais je reste sur ce que j'avais dit dans la preview. Je pense que ça démarre en sortie de banc et qu'en attendant de voir ce qui se passe avec Julius Randle, où à mon avis les Knicks vont dire on ne l'a pas drafté pour juste le laisser en sortie de banc, je leur fais confiance. Sur la durée de la saison, il faut enlever Julius Randle, responsabiliser Obi Toppin. Et par contre, dès qu'il est sur le terrain, il y a de la stat. Il y aura de l'excitation, il y aura de la hype new-yorkaise. Et donc, on peut dire ce qu'on veut sur sa défense, on peut dire ce qu'on veut sur le bilan des Knicks. Moi, je pense qu'il peut vraiment se régaler et que de ce que je vois, il n'y a pas un type là à New York qui m'a montré que ça pouvait être une meilleure option offensive. J'ai pas eu un énorme RJ Barrett ou un Elfrid Payton extraordinaire ou Mitchell Robinson qui devient Joel Embiid, si tu veux. Faut dire qu'RJ Barrett, à mon sens, il est beaucoup plus fait pour jouer avec Obi Toppin que pour jouer avec Julius Randle, hein, par contre. Hein. De toute façon, avec qui est fait Julius Randle, excusez-moi, c'est pas pour lui rentrer dans le lard, mais si, franchement, Julius Randle, il est bien pour jouer avec DJ Augustine. Pour jouer avec des œillères. Ouais, voilà. Non mais c'est pas bien, compliqué. hein, là, j'ai pas du tout kiffé, je suis d'accord avec toi. Moi non plus. Ça m'inquiète. Moi aussi. Mais par contre, il y a d'autres garçons qu'on va surveiller. Évidemment, Isaac Okoro avec toute la hype du côté des Cavs. On a plein de garçons, des jeunes qui vont faire leur trou. Anthony Edwards, t'en penses quoi ? Ah bah, Anthony Edwards va avoir des minutes. Moi, je l'ai vu un peu en pré-saison, c'est pas mal. Mais il y a tellement d'incertitudes sur les rôles qui peuvent être distribués sur la ligne arrière à Minnesota en l'état. Il y a du talent autour de lui en plus. Hein. Que je sais pas trop comment est-ce qu'il va faire son trou dès l'année 1 avec du Malik Beasley, Ricky Rubio, D'Angelo Russell à ses côtés. Et même Karl Anthony Towns, hein, faut le nourrir en attaque. C'est ça. Par contre, faut voir ce que ça va donner avec James Wiseman, puisque Steve Kerr a quand même dit moi j'aime bien, mais dès que l'autre il peut jouer, parce qu'il y a eu des histoires Covid, etc. Mais dès qu'il peut jouer, à mon avis, à Golden State, numériquement, on va le sentir, Wiseman. Steve Kerr. Je crois qu'ils vont utiliser. Tu vois, c'est ce que devrait faire New York avec Toppin. C'est ce que Steve Kerr va faire direct avec Wiseman, alors qu'il a des joueurs bien plus forts. Enfin, bref. C'est comme ça. Wow. Mais donc, j'ai bien kiffé, moi, les déclats de Steve Kerr. Là. Ah, mais bien sûr, moi aussi, Kevin Looney, on verra plus tard. Mais donc, la Melo Ball, c'est le vote pour le moment, hein, c'est-à-dire avant même que la saison allait démarrer. C'est nos NBA Awards. Avant, on fera des updates tout au long de la saison. C'est de la pré-conclusion, c'est même pas de la conclusion hâtive. C'est de la pré-conclusion hâtive avec un énorme H. Évidemment, dites-nous qui vous avez en rookie de l'année pour qui vous allez router. On enchaîne ?
Allez, vas-y, envoie. Nouveau trophée, celui de 6e homme de l'année. Vous le savez, dans cette course, il faut être le remplaçant qui booste le plus le banc. L'année dernière, grosse bataille entre Montrezl et Dennis Schroeder. Aujourd'hui, ils sont dans la même équipe. On a Montrezl qui a quitté les Clippers, Dennis Schroeder qui a quitté le Thunder, tout le monde aux côtés de LeBron et d'Anthony Davis. Qui va être le 6e homme de l'année? Je vois qu'Alex se marre parce qu'il repense très certainement à la Vosges-Bombe. Montrezl has just signed a 2-year contract with the Lakers. Oh tiens, Montrezl en jaune. Oh my god, what a beach. Oh. Quelle grosse plage. What a surprise. Et donc sur le 6e homme de l'année, beaucoup de candidats comme d'habitude. Alex, on rappelle les critères. Là par contre, il faut être dans une équipe qui est compétitive. Équipe compétitive, le scoring est très important. Il y a des 6e hommes un peu polyvalents et tout, mais dans l'ensemble, c'est quand même genre en mode... Ouais. Ah, t'as vu, machin, il joue que 23 minutes, mais alors il t'envoie 15 ou 16 points à chaque fois. On est un peu là-dessus quand même, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais le basket reste un sport où il faut mettre le ballon dans le panier, et quand t'as un mec en seconde unit qui est capable de casser la bouche de toutes les défenses d'en face, c'est très pratique. C'est ça, désolé Marcus Smart, c'est très bien la défense. Moi j'adore Marcus Smart en 6e homme, je trouve qu'il apporte énormément, mais c'est vrai que si tu regardes les dernières saisons, Lou Williams, Jamal Crawford, Eric Gordon, Montrezl l'année dernière, des scoreurs de banc quoi. C'est que du scoring, tout à fait. Et donc, il faut être dans des équipes de haut de tableau qui vont pas mal contribuer en sortie de banc, avoir un gros temps de jeu. Pareil, on perd pas de temps, on vous attend dans les commentaires. Alex, qui est ton 6e homme de l'année? Montrezl. Le trade. Ouais, il va faire le back-to-back, je pense. Alors, je pense que... Enfin, le back-to-back, tu veux dire le... Non, parce que les Clippers... Ouais, je crois que les Clippers avaient gagné le titre. Le back-to-back sans mauvais jeu de mots. Ah, d'accord. En fait, Montrezl, c'est quoi? C'est un energizer qui a beaucoup progressé en attaque, pardon. C'est pas une blague, c'était vraiment un fourchage. En attaque, il a beaucoup progressé lors des dernières saisons. Il est devenu maintenant un intérieur avec une mobilité vraiment très très chiante à gérer pour les autres. Beaucoup de qualité athlétique, il a bien amélioré son toucher. Il s'est même un peu amélioré au lancer parce qu'il provoque pas mal de fautes. Donc il a ramené tout ça dans le package qu'il avait déjà, c'est-à-dire musculeux, hustle, qui gratte du rebond offensif, qui roule très bien. Et là, alors il a changé d'équipe, mais l'année dernière, il a mis 18 points et quelques et 7 rebonds par match en sortie de banc dans une équipe qui fonctionnait bien et tout. Il avait un rôle très clair. Mais là, cette année, c'est quoi le rôle de Montrezl? Le rôle de Montrezl cette année, c'est de scorer avec la seconde unit quand LeBron et ou Anthony Davis sont un petit peu posés pour reprendre un peu leur souffle. En gros, c'est ça son rôle là cette année, est d'accord. Bien sûr. C'est des conditions impeccables pour être meilleur 6e homme de l'année. De temps en temps, il va jouer à côté d'Anthony Davis. De temps en temps, il va jouer à côté de LeBron James. Attention, le pick and roll entre LeBron James et Montrezl, ça peut vite être 8 points en 4 minutes pour Montrezl, ça, tu vois, genre voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que Montrezl ne soit pas productif offensivement. Il n'y a aucune raison que ça gratte pas du rebond. Le hustle sera toujours là. Donc pour moi, il est de fait candidat à sa propre succession. Il peut, évidemment. Non, je suis d'accord, il va avoir des conditions très très bonnes, surtout qu'en effet, les Lakers vont dire nous on veut que LeBron et AD, combien de fois on l'a répété, ils doivent être en forme en playoff, donc s'il faut que les 2 dernières semaines, on ait du full Schroeder et du full Harrell, il va faire 20 points et 12 rebonds de moyenne, et on sera là genre voilà, vas-y, débrouille-toi Harrell avec les intérieurs adverses. De temps en temps, il jouera à côté de Schroeder, d'ailleurs, que tu viens de citer. Aussi, ça peut très bien marcher comme duo en sortie de banc, ça peut être très très chiant à jouer. Tu vas avoir des joueurs qui vont être très utiles autour de Montrezl. Je veux dire, Montrezl peut jouer autour de Marc Gasol. Montrezl peut jouer à côté du petit jeune Taylor Horton Tucker et tout. Montrezl, en fait, il va rentrer, on va lui dire, vas-y, score. Plug and score, plug and défense. Donc, dans ce groupe des Lakers, je pense qu'il va être efficace dans son rôle et qu'il va produire. Et que les Lakers, après, on sait jamais, mais a priori, on les a quand même tous mis assez haut dans les classements, quand même. Donc, du coup, t'es le 6e homme attitré, gros scoreur de l'une des meilleures équipes de la ligue. Bon, t'es candidat.
Je suis d'accord. Après, ce sera à surveiller sur notamment les line-up de fin de match. C'est toute l'interrogation qui va être intéressante avec les Lakers sur les premières semaines là, de compétition. Chez les Clippers, tu avais du Montrezl qui allait être là dans le Money Time parce que c'était idéal sous certains line-up. Attention, là, comme tu faisais des petites blagues sur sa défense, on verra comment Frank Vogel va l'utiliser lorsqu'on sera sur des fins de match. Quand il va regarder son banc et qu'il va avoir Anthony Davis, Montrezl, Marc Gasol, il y aura des... Tout à fait. Ça et va puis il y a la concu éventuelle de Kuzma aussi. Tout à fait. Donc les deux, est-ce que ça joue vraiment bien ensemble, ça en seconde unit? Ça peut être un souci. Je suis d'accord. Montrezl sera donc le candidat d'Alex pour le back-to-back du trophée. Je suis parti, en attendant la confirmation de Steve Nash, sur Monsieur Spencer Dinwiddie. Parce qu'on ne sait pas encore si forcément il va être titulaire ou remplaçant. Personnellement, je le mets remplaçant. On a vu des matchs de pré-saison sur lesquels il a été titulaire. Mais en tout cas, si c'est Spencer Dinwiddie qui est responsable du second unit des Nets, je m'attends à toutes les cases qui soient cochées. Les Nets vont être dans le haut de la conférence Est? Selon moi, oui. On les a mis assez haut tous les deux dans nos projections. Spencer Dinwiddie va continuer à scorer à fond la caisse. Il va avoir des responsabilités. On avait eu entre 15 et 20 points de moyenne sur la dernière saison. Même ça fait 2 saisons de suite, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on aura toujours les mêmes responsabilités en ball handling, en scoring, et cette capacité à pouvoir aussi prendre des responsabilités qui sont équivalentes sous certains systèmes à celles de KD et de Kyrie Irving. C'est-à-dire que si Spencer Dinwiddie échoue, en fait, désolé, mais Spencer, il peut te mettre 30 points comme ça, et il peut parfois aider les Nets à s'en sortir, notamment dans un backcourt où Kyrie et Caris LeVert, 72 matchs sur 72, je suis pas certain. Et donc Spencer Dinwiddie, il y a moyen qu'il puisse nous faire des saisons comme les précédentes, où en fait parfois, parce qu'il y a des blessures, tu le mets un peu en titu, mais pas suffisamment pour qu'il soit un petit peu exclu de la course. C'est un risque ça pour Dinwiddie. C'est presque ça le plus gros risque. Exactement, mais sinon, si c'est ça le seul risque, le reste pour moi, j'adore, les Nets vont être trop, il va avoir une vraie production. C'est un mec qui est trop important dans les systèmes de Brooklyn et dans une équipe pas offensivement, qui va lui donner feu vert total, c'est-à-dire que lorsqu'il faut, même tu vois quand il va avoir les soirées où il faut reposer Kevin Durant, tu le mets pas titulaire parce que tu vas peut-être te mettre un Taurean Prince ou quelqu'un d'autre, mais en sortie de banc tu seras content que la contribution offensive principale ce sera Spencer. Moi je l'adore, je veux juste voir comment Steve Nash va l'utiliser au quotidien parce que toutes les options sont faisables avec ce joueur qui à mon avis en fermant les yeux va mettre plus de 15 points de moyenne en sortie de banc dans une des meilleures équipes de l'Est. Il est candidat. Ouais, il est candidat, tout à fait, si ça se passe bien pour lui. Faire gaffe à ce qu'il soit pas titulaire, quoi. C'est ça. Mais si ça se passe bien pour lui, ouais, bien sûr, il est candidat. S'il est 6e homme, s'il sort du banc, il est candidat. C'est ça. Après, évidemment, on sait que dans les autres franchises du haut de la conférence Est et Ouest, on a d'autres candidats. On sait que ça parle évidemment de John Clarkson à Utah. On va voir ce qui se passe du côté de Dallas. On aura aussi, avec nos amis les Nuggets, toujours aussi autant d'interrogations. Lou Williams, évidemment, qui en dormant est candidat. En plus. Bien sûr. Donc lui, au réveil, il est candidat. Bien sûr. Et puis, voire même Serge Ibaka, dont on a parlé, qui était aussi en sortie de banc chez les Clippers. Dites-nous qui vous avez en candidat. Dans tous les cas, pour Alex, ce sera Montrezl pour le back-to-back. Et Bibi partira sur Spencer Dinwiddie. On enchaîne ? Allez, envoie. Troisième trophée, celui de défenseur de l'année. Nous avions vu Rudy Gobert nous réaliser un petit doublé. On a vu Giannis Antetokounmpo repartir avec le Deepoy en plus du trophée de MVP. On le rappelle, je vois que tu te marres, on le rappelle juste dans les critères que, évidemment, il faut de la production statistique, en contre, en interception, il faut un impact, une figure dominante dans la réussite défensive d'une équipe qui est très bien classée collectivement dans les rankings défensifs. C'est bien décrit, c'est ça. Faut de la stat aussi, un peu. Rebond contre, ça fait pas de mal. Moi, du coup, cette saison... Tu enchaînes direct. Pardon. Non, mais vas-y, justement, je suis chaud. Je dis juste, vas-y, balance, voilà, tu sais quoi, balance ton pic. Moi, du coup, cette saison, j'ai envie de voter Rudy Gobert. Toi, tu veux la 3e couronne. Puis je suis chauvin, je suis comme David, moi. C'est ce qu'on a mis dans l'article qui a été publié sur trashtalk.co où tout le monde donne son avis dans la rédac. David, j'ai vu que David il mettait Rudy Gobert et son argumentaire commençait par un truc du genre ouais, je suis chauvin et alors. Ouais. Et en fait, j'aime bien, je trouve que c'est un bon argumentaire. Je trouve que c'est un excellent argument statistique. Non, plus sérieusement, on a vu là, il vient de signer son gros contrat et tout, Rudy.
Le Jazz mise fort sur Donovan Mitchell et sur Rudy Gobert en mettant des très gros contrats dans la durée. Le Jazz sort d'une saison où, pour Rudy Gobert, je dis le Jazz, mais je parle de Rudy Gobert aussi à l'intérieur du Jazz, c'est-à-dire avec beaucoup de très bonnes choses. On a vu un Rudy Gobert qui s'est retrouvé All-Star pour la première fois de sa carrière, et qui dans la foulée s'est retrouvé au milieu d'une polémique bien pourrave. Ensuite, il y a eu la suspension, ensuite la bulle. Ça s'est pas si bien passé que ça, avec cette élimination notamment au premier tour où tu menais 3-1 et tout, où il s'est fait quand même un peu faire la fête par Jokic. Du coup on en a oublié ce qu'il avait été capable de faire en début de série, enfin bon bref. Rudy Gobert a perdu assez légitimement son titre de meilleur défenseur de l'année la saison dernière au profit de Giannis, mais aussi parce que les standards défensifs du Jazz ont un peu baissé collectivement. Bien sûr. Rudy s'est fait afficher sur certains trucs, mais collectivement, c'était un petit peu différent. Je pense que ce Jazz qui est complètement dans la continuité, on en a parlé lors de la preview, bon, ils ont ramené Derek Favors, mais c'est un ancien de la maison. J'espère que Mike Conley va redevenir un peu plus le Mike Conley qu'il a été. Si Donovan Mitchell se sort un peu plus les doigts en défense, parce que bon, attention, en attaque c'est super, en défense c'est autre chose, je pense que Rudy Gobert peut se retrouver de nouveau à être le pilier d'une des très grosses défenses de la ligue. Et comme il aura les stats, Rudy, rebond, contre, protection de cercle, tout ça, genre les stats super avancées de genre de combien de shoots tu détournes, ou comment, je sais plus comment elle s'appelle, enfin tu vois la dissuasion entre guillemets de Rudy, il aura tout ça. Donc du coup, je pense que Rudy est bien le genre à se motiver, à balancer du contre dans tous les sens, à gober du rebond, à plus quoi savoir en faire. Ensuite, il va être, je l'espère, au milieu d'une équipe qui va un peu mieux performer collectivement défensivement. Donc ouais, Rudy va être parmi les tout meilleurs défenseurs de la ligue cette saison encore. Il est dans son prime, faut pas l'oublier. Je le vois bien un peu vénère de la saison dernière, là, qui a été compliqué un peu à gérer, comme je viens de l'expliquer. Donc ouais, du Rudy vénère avec un Jazz et Quinn Snyder qui fait les gars, cette année, quand tu veux serrer la vis, ça se regroupe autour de Rudy au Jazz. Ouais. C'est logique. Donc ouais. Et puis bon, quand même, Cocorico, un Français qui aurait 3 titres de défenseur de l'année, ce serait un peu la classe quand même. Je crois que ce serait surcoté du coup. Ce serait un peu la classe. Ouais, bien sûr. Faut pas trop le dire. Rudy Gobert qui va rentrer gentiment dans le fameux club des garçons de 28 ans, donc le prime is fucking prime. On arrive gentiment dans ce prime sympathique qui font les meilleures saisons en carrière, donc tout à fait. On en avait même parlé, je crois, dans la preview, on était là genre Rudy Gobert, meilleur contreur de la NBA. Pof, on avait fait une cote, je crois, un truc comme ça. Ouais, il peut. Ah, s'il le peut, ça peut être assez énorme, tout à fait. Rudy Gobert, pour Alex, ce sera son pick. Je vais partir sur Anthony Davis, du côté des Lakers. Qui était mon candidat à l'année dernière. Je ne dis pas que c'était un scandale que Giannis l'ait, pas du tout. C'était quand même un défenseur énorme dans une défense historiquement bonne. Par contre, Anthony Davis, voilà, on va très clairement avoir une énorme saison, je pense, d'Anthony Davis. Je touche du bois pour qu'il n'y ait pas de soucis de santé, parce qu'on sait que c'est souvent le petit problème qui peut lui être reproché, même si la saison dernière c'était très bien. Je m'attends à une saison complète d'Anthony Davis, et donc aussi d'avoir ce rôle d'intimidateur et de patrouilleur énorme en NBA. On l'a vu chez les Lakers, on l'a vu. J'adore Dwight Howard, j'adore Kentavious Caldwell-Pope, j'adore Javel McGee, LeBron et compagnie, même Rondo quand il fait le boulot avec Caruso. Mais Anthony Davis, c'est la tour de contrôle. C'est celui par qui les séquences offensives adverses sont totalement anéanties parce qu'il anticipe bien les choses. Donc on va avoir toujours du rebond, on va avoir du contre et de l'interception. On va avoir de la défense clutch, parce qu'on l'a vu terminer des matchs où il faisait des grosses séquences défensives. J'ai des vraies interrogations sur le ranking global de ces Lakers-là, défensivement. C'est peut-être ça le plus gros bémol, entre guillemets. Tu peux peut-être te dire qu'on y perd un petit peu, et donc peut-être que le meilleur défenseur des Lakers sera Anthony Davis dans des Lakers qui sont pas forcément aussi average, quoi, bons, par rapport exactement, à aussi bons que l'année dernière. Donc c'est ma seule interrogation, ma seule inquiétude. Mais sinon, s'il fait sa saison complète, si on voit toujours autant de mixtapes, si on voit quelque part Anthony Davis qui peut aller chatouiller, on vient d'en parler, Rudy Gobert et compagnie parmi les meilleurs contreurs de la NBA, moi j'y vais les yeux fermés. C'est un défenseur qu'on prend un tout petit peu trop pour acquis. Selon moi, Anthony Davis, il est
énormissime. Et même si on parle souvent de son scoring et de ses longs bras, j'aime bien aussi parler de son intelligence défensive. J'espère que la NBA le couronnera, parce que dans une autre course à 3 lettres, ce sera peut-être un peu compliqué à suivre. Qu'est-ce qu'on a en mention? Bam Adebayo? On a Bam Adebayo, évidemment. Giannis. On a Giannis qui va être encore là. Tu auras, Giannis, il va défendre. Hein. bien sûr, tu auras Marcus Smart qui va encore faire ses dingueries du côté de Boston, ça c'est sûr et certain. Tu auras tous les autres. Tu auras évidemment des mentions soit pour Kawhi, soit pour Paul George en fonction du taf qui est fait par les Clippers. Attention à leur ranking défensif. Et puis après, ça dépend de la production de certaines équipes. C'est-à-dire que. Un Raptor peut-être? C'est-à-dire que si tu Siakam vraiment qui fait grave le taf ou des gars comme ça là. C'est ça va être Anunoby ou Lauri qui seront dans la discussion aussi comme d'habitude parce que ce sont des patrons défensifs. T'auras évidemment, si les Sixers cartonnent, t'auras Ben Simmons qui va rentrer dans la discussion ou Joel Embiid parce que dis donc quand ça défend le plomb c'est très parce que très dis donc hardcore. il est à 2,4 comptes par match et il prend 12 rebonds et les Sixers ont la 4e meilleure défense de la ligue, tu vois, genre des fois ça suffit déjà, t'as coché tellement de cases en fait. Bien sûr, et puis Ben Simmons en fait sur la semaine il a défendu Karl Anthony Towns, Ja Morant et Kevin Durant en fait. Ils ont tous fait leur moins bon match, dis donc. C'est ça, c'était assez particulier. Donc évidemment on a plein de chiens de garde comme ça à surveiller. Je sais que les fans du Thunder vont nous hurler Lugansdort, on se calme un petit peu puisqu'on va gentiment retomber dans les profondeurs du classement. Mais voilà pour le défenseur de l'année, dites-nous pour qui vous allez voter. On enchaîne ? Allez, vas-y. Nouveau trophée. MIP, la progression de l'année, le Most Improved Player. C'est un des trophées préférés des gens puisque c'est là qu'on voit un peu les pépites de demain. Qui va devenir la nouvelle Rosta? On l'a vu les récentes années, on avait vu du Victor Oladipo, on avait vu d'autres garçons rentrer aussi dans la discussion, même Giannis qui l'a eu le MIP si je dis pas de bêtises, entre les 37 trophées qu'il a déjà dans sa petite salle. Au niveau des critères, on est sur une vraie belle progression statistique. Ouais. Dans une équipe qui cartonne, il faut souvent aller chatouiller la discussion des All-Stars quand même, Alex. Soit tu chatouilles la discussion des All-Stars, soit ou au minimum, faut quand même être dans une équipe qui performe un peu, quoi. L'année dernière, c'était Brandon Ingram qui a lui y avait coché la case Bam Adebayo All-Star. dans la course. C'est ça. On avait Devonte Graham qui avait fait un jump statistique énorme. Aussi, tout à fait. On avait Luka, mais parce que voilà, c'était sa deuxième année qui a été complètement dingue. Ouais. Il y a la réintégration un peu des sophomores dans les dernières années. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouvais ça bien sans les sophomores. Je trouve que Moi aussi. progresser entre son année rookie et son année sophomore, en tout cas statistiquement, c'est le lot de pas mal de jeunes joueurs. Donc, je trouve ça moins pertinent personnellement, mais bon. Je suis d'accord, c'est comme ça. Mais il n'empêche que nous avons un vote à donner et que pendant que vous allez réfléchir, je tends le mic à Alexinator. Qui tu as cette année en progression de l'année? Christian Wood. Ah oui, tu en avais parlé pendant la preview des Rockets. Ouais. Christian Wood. On se rend pas tout à fait compte de ce qu'il a fait en fin de saison dernière parce qu'il l'a fait sur un échantillon finalement assez petit avec Détroit. Moi, je pense que Christian Wood, ce qu'il a fait là sur la fin de saison dernière, en une vingtaine de 20-25 minutes, des fois 30 par match, je pense qu'il peut le faire sur la longueur d'une saison. Et on verra au moment où on fait cette vidéo, James Harden est encore un Rocket, donc on verra. Mm-hmm. Mais rien qu'avec du John Wall et éventuellement du Eric Gordon un peu à la création, je pense que Christian Wood en pick and pop, en pick and roll, ça score. Oh oui. Ça score dans la NBA actuelle. Il est très mobile, il est explosif, il est athlétique. C'est un gros gobeur de rebond. Il aime bien ça. Il aime bien sous les cercles des deux côtés du terrain. Donc moi, faut voir les résultats des Rockets. Mais déjà, je serais même pas surpris de voir Christian Wood qui met, je sais pas, n'importe quoi, 18 points, qui prend 11 rebonds, quoi. Ah ouais. Alors il y aura de la stat dans le vide de temps en temps, dans des éventuelles défaites ou dans des équipes qui gagnent pas autant que ça. Faudra voir où en sont exactement les Rockets et comment ça se goupille pour eux. Par contre, je pense que sur le critère de progression statistique pure, il va faire partie des gars où on va le plus faire « Oh, ah ouais, t'as vu Christian Wood hier, il a mis 26 points, il a pris 14 rebonds en 28 minutes. T'as vu la veille, il avait mis 30 points, il avait pris 10 rebonds. » Il va en faire des perfs comme ça. Sûr. Il est capable d'en enchaîner. Je pense qu'un meneur comme John Wall, c'est très très bon pour Christian Wood. Très très bon.
ça court, ça roule, ça lâche sa balle. Ah ouais, ouais. S'ils s'entendent un peu les deux là, ça va gonfler les pecs et il va y avoir du pick and roll. Cristiano, tu lui balances la balle n'importe où en l'air, il y a un alley-oop. Enfin, donc du coup, je pense que le temps de jeu est le principal facteur de changement pour Christian Wood cette année. Les Rockets ont mis un contrat sur lui quand même correct. C'est pas pour le mettre en bout de banc, je ne pense pas. Je pense que Stephen Silas, le nouveau coach des Rockets, a envie de faire jouer ce gars-là. Je pense qu'il peut bien s'entendre avec son meneur. Enfin bref, je pense que l'explosion statistique va vraiment être au rendez-vous. Donc j'en fais mon pic pour le 6e homme cette année. Pour le MIP cette année, pardon. Pour le MIP, et puis peut-être qu'il le sera en 6e homme s'il y a un recrutement des Rockets inhabituel pour avoir un PJ Tucker qui reste jusqu'au bout de la vie et qui démarre Marcus Cousins en pivot titulaire. On ne sait jamais avec Houston. Mais je suis d'accord, il va être très très bon, très fort et très productif. La concurrence de Christian Wood, c'est quoi sérieusement à Houston? C'est ça, il va avoir les minutes. Hein. Il y aura les Moi minutes. je pense que ce joueur-là avec les minutes, il stat en fait. Je suis Quoi qu'il d'accord. arrive. Christian Wood, il va être à surveiller très très fort. J'avais failli voter pour Shai Gilgeous-Alexander qui va avoir à mon avis une production assez folle avec OKC cette saison. Elle a été déjà très très belle la précédente. Avec la balle en main tout le temps là. Mais alors là, il n'y a pas d'autre Usage option. rate 74%. C'est ça. Malheureusement, on le sait pour le MIP, il faut aussi être dans une équipe qui est assez compétitive. Et donc, je vais partir sur monsieur Michael Porter Jr. qui, techniquement, sera dans sa 2e saison professionnelle. Donc, pour certains, ça va gueuler puisqu'on est dans le sophomore. Après, il avait loupé l'intégralité de sa première saison suite à des problèmes de santé. On a vu ce que ça a donné dans la bulle. On a vu ce que Denver peut avoir offensivement. Il y a les déclarations de Mike Malone où il a dit très clairement, et on en a parlé pendant la preview des Nuggets, c'est intouchable. Il a un talent All-NBA, Michael Porter Jr. À mon avis, si Mike Malone commence à parler comme ça, c'est qu'il va y avoir des responsabilités offensives données à MPJ. On était en hésitation sur le 5 majeur à voir comment l'intégrer, parfois en 3, parfois en 4. Je pense que quel que soit le poste auquel il va être, on sait ce qu'on va avoir avec Michael Porter Jr. et ce sont des buckets. L'explosion offensive, pour moi, je l'attends. Il faut doubler la production et donc se rapprocher des 17 à 20 points en fait de moyenne parce que le talent, il est là. Je m'en fous quel est le temps de jeu de Michael Porter Jr. On l'a vu, tu le laisses un quart d'heure sur le terrain, tu auras 12 points. Parce qu'il est trop fort, il va provoquer des lancers, utiliser sa taille, shooter à 3 points, être clutch. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'éclater dans une équipe de Denver qui va continuer à être hyper forte offensivement, dans le haut de tableau de la conférence Ouest. Et j'ai pas le sentiment que Jamichael Green et Paul Millsap soient des véritables locks pour prendre encore plus de temps de jeu que lui. Denver, on en a parlé toi et moi Alex dans la preview, si on veut qu'il passe un cap, il faut développer en interne. On veut voir ce que Michael Porter Jr. donne en full potentiel et j'ai envie de le voir cette saison. Ouais, non, j'aime bien. Je pense qu'il a le potentiel. Ce qui peut jouer éventuellement contre lui, c'est le fait qu'il joue déjà avec 2 stars. C'est ça. Donc, faut voir quel genre de ballon il aura et quelle production il pourra faire. Par contre, il a une hype méchante. Hein. Oh là là. Par contre, il a une hype de fou et surtout, il est vraiment très, 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 très fort en attaque. Ah ouais, c'est Donc, ça. peut-être qu'avec pas beaucoup de ballons, en fait, finalement, enfin pas beaucoup. Il aura des ballons parce que ça joue collectif à Denver. Hein. Le ballon circule bien. Mais pour l'instant, c'est quand même que la 3e option défensive de son équipe au mieux. Offensive. Oui, en défensif, c'est la 9e, pardon. Je me suis Ouais, c'est trompé. ça. Non, mais il y a un offensivement, running gag c'est sur le défensif. au mieux, c'est la 3e option offensive. pour Ouais, c'est l'instant. ça. Et peut-être que pendant la saison, il peut nous montrer qu'en fait, c'est too much, quoi. Les mecs vont faire waouh. En fait, on ne peut rien faire. Il faut que ce soit un titulaire et qu'en fait, il nous rapporte 18 à 20 points. Et dans les matchs où Jamal Murray redevient terrien, et dans les matchs où Nikola Jokic n'est pas trop en forme, bah en fait, tu peux avoir 25 points. On l'a vu pendant la bulle. Quand il fallait mettre 30 points, en fait, il a fait genre, bah ouais, les gars, il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, mais il peut. Trop hâte de voir MPJ cette saison. Ce sera mon pic pour la progression de l'année. Et Alex, ce sera monsieur Christian Wood. Dites-nous qui vous avez. Nous, on a encore 2 trophées à décerner. Alex, on enchaîne ? Allez, vas-y, envoie. C'est l'heure d'aller sur le banc. Le coach de l'année, on le sait, sur ce trophée, là, ça discute tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'on a des grands stratèges, mais qui sont surtout tout en haut de la ligue. On ne va pas se mentir, il peut y avoir parfois des feel-good stories, genre t'étais absolument pas prévu et tu intègres le top 8, mais même ce qu'on a vu avec Memphis, au final Jenkins, on l'a pas retrouvé dans les finalistes. On a Nick Nurse qui l'a remporté, là avec les Raptors. On doit donc être, Alex, top 4 quand même de sa conférence. Minimum. Être bon stratège, mais surtout être le jeu, tout à fait dans le jeu. Les 2 côtés du terrain, comment tu gères tes stars, quelle
quel genre de système tu peux mettre en place. Enfin, il y a beaucoup de paramètres pour le coach de l'année. Il y a beaucoup de concurrence. Je me rappelle l'année dernière, quand on a regardé un peu ce qui est coach de l'année, on était là genre, waouh, il y a beaucoup de classements possibles. Ouais. Qui est deuxième derrière Rick Carlisle, tout ça, on se demandait. Tu vas voir. Et du coup, cette année va pas déroger à la règle. Hein. On verra ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais on va avoir clairement plusieurs coachs. Il y a beaucoup de grands coachs en NBA. Il y a beaucoup d'équipes qui vont performer sous les ordres de grands coachs. Donc, il va falloir faire des choix. Ouais. Bon, là, avant la saison, bon, là, c'est peut-être le truc le plus compliqué à filer, en fait. C'est dur, hein, tout à fait. Et surtout qu'il y en a d'autres qui sont sur le siège éjectable. Hein. On le sait aussi. Il y en a qui ont un petit peu le chauffage sous les fesses, comme on dit. Mais oui, on va surveiller ça. Beaucoup de narration aussi. Hein. Juste, je le mets là. Sur beaucoup de trophées, il y a cet impact-là. Mais sur celui de coach de l'année aussi, t'as beau être Mike Budenholzer, avoir des stats extraordinaires et être numéro 1 de la ligue, ça veut pas dire forcément que t'es le meilleur coach, hein, on le sait. Voilà, donc il faut aussi rendre ce qui s'est passé avec Nick Nurse, ou on a vu avec Spoelstra, ou avec Carlisle, ou avec d'autres garçons comme ça. Alex, on va pas perdre de temps pendant que je laisse les gens réfléchir. Je vais te tendre le mic. Qui est ton coach de l'année ? Brad Stevens. Oui, c'est vrai. Pareil, tu en avais parlé, je crois, pendant la preview des Celtics. Brad Stevens. L'an dernier, Brad Stevens, top 5 attaque, top 5 défense, du jeu, un jeune joueur qui devient All-Star, un autre jeune joueur qui est border All-Star, des petites blessures, des rotations parfaitement gérées, un Gordon Hayward réintégré, bref, une excellente saison régulière d'une qualité immense. Boum, 26e des votes. Non, j'exagère un peu, mais franchement, moi j'étais scandalisé. Brad Stevens n'a jamais été coach de l'année. Il n'est pas le seul grand coach à ne jamais avoir été coach de l'année. Je pense très fort à Eric Spoelstra notamment. Non, mais bien sûr. Scott Brooks. Non, je rigole. En plus, il l'a eu. Pour moi, c'est une. Scott Brooks, il l'a eu, ouais, tout à fait. Pour moi, c'est pour l'instant une anomalie. Et je pense que cette saison, il y a la petite blessure de Kemba Walker, enfin petite, on ne sait pas si elle est si petite que ça, mais en tout cas il y a une blessure de Kemba Walker qui va peut-être handicaper les Celtics au niveau rotation en début de saison. Je pense que c'est typiquement le genre de saison où on se réveille dans 3-4 mois, on fait putain, Brad Stevens, voilà ce qu'il a réussi à nous faire autour de Tatum et Brown en bricolant, malgré Kemba, malgré ceci, gna 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 et tout. Donc moi je pense que les Celtics ils vont encore être dans les meilleures équipes de l'Est, ils vont encore être une super attaque et une super défense, et que je vais commencer à m'énerver très 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 fort s'il n'y a pas plus de votes que ça pour Brad Stevens, parce que franchement qu'est-ce qu'on lui reproche en fait quoi ? Concrètement pourquoi il a si peu de votes alors que son équipe est si performante, par exemple, notamment l'année dernière en fait. Moi j'ai eu un peu de mal à suivre, je l'ai trouvé derrière d'autres coachs où j'étais là genre mais... Du coup, ils sont où les arguments en fait ? C'est pour ça que je vais te poser la question. C'est là pour Brad Stevens, je suis d'accord avec les points que tu mentionnes, mais qu'est-ce qui va faire, entre guillemets, qu'est-ce qui va faire qu'entre la saison précédente et cette saison, il y a un jump ou une modification suffisante pour que les gens réalisent vraiment ? Parce que c'est aussi qui se passe avec Brad Stevens, Alex. Et je pense que je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est un peu le même problème. Hein. Tout à fait, c'est que pour Brad Stevens, en fait, ça fait plusieurs saisons que à Boston, top 3 de l'Est, et puis demi ou finale de conférence, et puis bye. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des... Mais là, on parle que de régulière, de toute façon. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les votants sont des veaux ? C'est pas forcément des veaux. Juste. C'est pour ça que je parle de narration tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où, en fait, Brad Stevens, c'est comme ça, mais il y a un moment où il faut faire ça, en fait. Alors, et c'est pour ça que je te tends la perche, c'est... En fait, Boston, pour que Brad Stevens puisse être coach de l'année, j'ai envie de te dire, il faudrait qu'il soit numéro 1 de la conférence Est. Si le numéro 1 de la conférence Est, c'est qu'il n'est pas coach de l'année, attention. attention. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les votants, ils aiment bien se dire, ah ouais, lui, il a fait progresser son équipe. Oh là 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 là. Voilà la story de malade. Tu vois, genre, oui, il n'y a peut-être pas la story qu'il faut avec Brad Stevens. C'est vrai, il n'y a peut-être pas la story. Par contre, ce qu'il fait en tant que coach, il y a eu une petite année un peu de down, mais sinon, ce qu'il fait en tant que coach, c'est du pur travail. Et ça mériterait de recevoir beaucoup plus de votes. Et qu'il ne soit pas derrière d'autres coachs là où tu es là, tu fais mais non les gars, non, tu vois. Et en plus l'année dernière j'étais vraiment surpris parce que statistiquement il y avait vraiment des bons éléments pour Brad Stevens en fait.
putain, quand t'as une des meilleures attaques et une des meilleures défenses du pays, c'est qu'à un moment donné, ton coach, il fait du bon travail, quoi. C'est Les sûr. sorties de temps mort, c'est excellent. Les ajustements en cours de match, c'est vraiment pas dégueu. Puis la modification identitaire en cours de saison avec l'explosion de Tatum, ça c'était un truc. Il y a Tout à des fait. coachs qui auraient dit oui, on va attendre cet été pour en reparler. Oh. En plus, en playoff, il a montré, genre face au coach de l'année, Nick Nurse, qu'il était tout à fait capable de tenir la dragée, hein, Bien sûr. tactiquement et tout. Donc, non. Pour moi, voilà. Brad Stevens, si les Celtics sont sur le podium de l'Est avec encore une fois une des très bonnes attaques et une des très bonnes défenses de la Ligue, pour moi, c'est mon coach de l'année. Bah écoute, je serais ravi de le retrouver en 13e position du classement. Voilà, Puisqu'on le c'est ça. retrouvera évidemment à ce spot-là. Voilà. La Celtics Nation, dites-nous évidemment ce que vous en pensez. Moi, je vais te faire plaisir, Alex, et je vais faire plaisir à toute une fanbase du côté de Dallas, Monty puisque Williams mon coach de l'année. Non, ce sera monsieur Rick Carlisle. Tu sais que Monty Williams, il a été annoncé coach de l'année par le staff de The Athletic. D'ailleurs, Ouais, si pour tu cette année veux- Ouais. Dis donc. Eh ben, dis donc, je peux te dire que dans cette tasse, il n'y a pas que du café, hein, comment dire. On verra, moi je demande que ça. Hein, mais... Tout à fait. Non, mais Petit scepticisme quand même. Hein. tout à fait. Par contre, j'ai mis monsieur Rick Carlisle en coach de l'année, ce sera mon vote. Tout simplement parce que le groupe Progression du coup Dallas va passer d'un spot très sympathique, hein, celui des places 7-8 en gros, à une vraie progression. J'en parlais dans les previews, on était en désaccord sur le placement de Dallas et de Utah notamment. Moi je pense que Dallas va être 1. Encore une attaque extraordinaire, 2. Avec un coach qui utilise parfaitement son groupe et qui s'ajuste quels que soient les joueurs présents ou absents. Kristaps est là, on assure. Kristaps n'est pas là, chut, Dwight Powell et d'autres garçons qui vont rentrer. L'utilisation de Josh Richardson, l'intégration de nouveaux garçons aussi dans l'effectif, le développement des jeunes. Je pense que voilà, on va l'apprendre à personne. T'en as suffisamment parlé pour la saison dernière. Rick Carlisle va encore et toujours nous régaler. Mais je pense qu'il va avoir évidemment un franchise player, un garçon qui va être dans une course là dont on parlera peut-être d'ici quelques minutes en 3 lettres. Mais je m'attends à des Mavs vraiment forts. Et il y a un moment où en fait, peut-être que les votants vont se rendre compte que lorsqu'il y a des grandes confrontations, Rick Carlisle trouve toujours la solution, quoi. Dallas est de retour. J'espère que Dallas est de retour dans l'élite de la NBA avec Luka Doncic en candidat MVP et que même s'il n'a pas un effectif incroyable, il va trouver un moyen de faire progresser ses Mavs. Il y a eu les petits ajustements en interne qui ont été faits pour que cette équipe soit meilleure. Et on verra, il y a plein de gens qui les mettent derrière le Jazz, les Lakers, les Clippers, les Nuggets et tant d'autres et tant d'autres. Moi, je pense qu'ils peuvent tout à fait démarrer Dallas, comme je l'ai mis dans la preview, avec l'avantage du terrain lors des prochains playoffs. Si c'est le cas, attention. Attention, parce que je pense que dans le kiff du jeu, plus ce qu'il a montré et le respect qu'il a avec Carlisle depuis des années, ce sera la moindre des choses de le récompenser. J'ai surtout hâte de voir s'il fait des progrès défensifs avec les petits ajustements qu'il y a eu dans son roster, Josh Richardson et le retour de Powell et d'autres garçons. Donc si Dallas est très très fort en attaque et progresse en défense, je te laisse deviner où ils seront. Non, mais moi de toute façon, je peux que plus soyer. Moi, j'adore Rick Carlisle. Pour moi, c'est le meilleur coach de la NBA actuelle. Voilà, boum. Ça c'est dit. Ah, franchement, ce qu'il arrive à faire avec ce qu'il a dans les mains, on se rend pas compte l'année dernière. On dit, ouais, il a une attaque all-time. Putain, il avait une attaque all-time avec Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Dorian Finney-Smith, quoi. Ah, bien sûr. S'il avait une attaque de merde, on aurait dit, ouais, mais t'as vu les joueurs qu'il a? Non. Non, il trouve toujours la solution. C'est un grand malade. Bien sûr. Donc oui, il y a Luka Doncic qui a un talent incroyable et ça te facilite énormément les choses. Hein. Ça, on va pas dire le contraire. Hein. Mais quand même, c'est un Je grand pense que malade, l'aspect Carlisle. progression de Dallas va vraiment être. Ouais, être t'as raison. ressenti. Ils peuvent gagner Là-dessus, je pense qu'il y en a qui plus vont dire de genre. win. Ouais. On va voir comment il gère les blessures, comment ça gère avec Kristaps, tout ça, les blessures. Faudra voir. Mais oui, mais bien sûr, c'est un candidat, Rick Carlisle. Bien sûr, C'est sûr. Je te dis, il y a tellement de candidats, franchement. Et évidemment, on n'a même pas parlé, vous l'avez vu en couverture, de monsieur Steve Nash à Brooklyn, qui débarque en tant que novice et qui aura des choses à prouver parce que si les Nets ils arrivent et qu'ils sont tout en haut de l'Est, on est là genre. En fait, il est pas mauvais le Canadien. C'est ça. Il a grave un profil lui aussi, hein, Steve Nash. Et puis alors lui, dans le genre je suis respecté, c'est pareil, hein, tu vois, genre il y a des votants et on fait oh Steve Nash trop bien, tu vois, genre. Tout à fait. Et puis indéniablement, si on suit tes pronostics, les Clippers qui sont tout en haut de la conférence Ouest, Tyronn, il aura des votes, hein, les frères. Hein. Bah ouais. Faut pas s'y attendre, faut pas s'étonner. Ça sera normal s'ils sont tout en haut. Ce sera comme ça que vous voulez. Et Mike Malone, si les fait. Nuggets sont encore dans le top 3 de l'Ouest, peut-être qu'à un moment donné, il va repenser à lui aussi. C'est Exactement. un peu comme Brad Stevens, lui. On est là, fait ouais, pas mal. Ouais, allez, Spot top. ouais. Il a une belle équipe. Exactement. Dites-nous qui vous avez en coach de l'année. Alex, on va devoir enchaîner avec
le trophée. Vas-y. Le Most Valuable Player. C'est l'heure du dernier trophée à décerner. Dites-nous, vous, qui vous avez en candidat principal pour le titre de meilleur joueur de la saison NBA 2020-21. Je vous laisse potasser pendant ce temps-là. Alex, the floor is yours. Qui sera ton MVP pour la saison prochaine? Je pense que cette saison, il va se passer quelque chose qui n'est pas arrivé depuis Larry Bird. Voilà. Je vous laisse réfléchir 2 secondes et après je vous donne la réponse. C'est Larry Bird, hein, c'est ça, hein? Je me trompe pas. Oui, 3 fois de suite, ouais, clairement. Hein, voilà, exactement. Non, Jordan, il n'a pas eu 3 fois de suite. Non, puisqu'il a eu 88, il a eu 91. Ouais, il y a Malone au milieu. Non, il l'a eu, ouais, tout à fait. Non. Ok, donc c'est depuis Larry Bird que ce n'est pas arrivé qu'un joueur est le MVP de saison régulière 3 fois d'affilée. Je pense que Giannis Antetokounmpo est complètement dans cette catégorie. En gros, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je comprends, hein, les votants vont pas aimer, il y a tout un tas de possibilités pour que les votants aient envie d'avoir du changement. On connaît l'impact du storytelling et tout en NBA, mais juste je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait si Giannis Antetokounmpo tourne à 29-30 points par match, 13 rebonds, 6 passes, et que les Bucks sont premiers de l'Est? On fait comment, pardon? Premier de l'Est ou premier de la NBA? Ou premier de la NBA même, ouais, carrément, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le trophée. Bah voilà. Et donc je pense que... Et le scénario que je viens de décrire, il est pas du tout incroyable, quoi. Enfin, il est pas du tout... Il y a rien d'improbable dans ce que je viens de dire. Il y a même pas besoin de si, en fait. Tu vois, genre... Giannis Antetokounmpo, pour moi, va être hyper productif. Statistiquement parlant, d'un point de vue individuel, il aura des stats de MVP. Giannis... Voilà. Donc l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Giannis Antetokounmpo va être fort des 2 côtés du terrain, d'accord? C'est vrai. Voilà. Ensuite, il fait froid à Milwaukee. Bah Milwaukee va gagner plein de matchs. Donc du coup là tu as un trio de critères qui sont les 3 critères les plus importants pour moi: production statistique, bilan collectif, 2 côtés du terrain, enfin impact pour faire gagner, quoi. Bien sûr. Je pense que Giannis Antetokounmpo est le plus gros candidat à sa propre succession encore cette année. Après, il y a des mecs qui ont leur mot à dire, hein, j'imagine que tu vas nous en parler, toi, un peu, Bastien. Mais moi, en fait, c'est juste, voilà quoi, genre... Ah non, mais il a de la marge. Hein. Honnêtement, pour moi, il part en favori parce que je vois pas de modification dans le script, si ce n'est, justement, désolé, le script. C'est-à-dire qu'il y a aussi des votants, on le sait, qui aiment bien... ajouter de la sauce et se dire oui, bon, en effet, premier. Ouais, que ça change, quoi. Les votants, c'est son principal bémol. Hein. Ouais, tout à fait d'accord. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, par exemple, voilà, je fais du teasing parce que les prochains noms ne seront pas mon vote, mais peut-être que la saison d'Anthony Davis qui se rapproche de ses 28 piges et qui prend les Lakers sur son dos et dit t'inquiète, Bron, en fait, je vais être dans des statistiques énormes pour des Lakers premiers de la conférence Ouest. Ça peut être dingue. Ou peut-être que tes Blazers, que t'as mis 3ème, je crois, toi, de l'Ouest, là. Si les Blazers sont 3ème de l'Ouest et que Lillard, il est à 30 points en 50, 40, 90 quasiment et tout, peut-être qu'on va dire oh putain la vache. Non, mais bien sûr, attends, il y a des candidats. Peut-être que Luka Doncic, qui est en triple-double de moyenne pour une équipe qui est top 4 de sa conférence Ouest, et on va faire youngest MVP depuis Derrick Rose. La NBA va se regarder et se dire tiens, ce serait marrant de faire une opposition Luka Doncic Giannis Antetokounmpo. Complètement d'accord. Jason Tatum, ça se trouve, il a des stats de MVP la saison prochaine et Boston est 2ème de l'Est et on est là genre oh putain. Exactement. La vache, tu vois, genre voilà. Mais non. Le vote. Et on avait parlé pendant une fameuse émission. J'ai fait exprès de l'éviter. Hein. Magnifique. T'as vu? Monsieur KD, Kevin Durant, qui, en argument numéro 1 évident, et je vous laisse me fouetter là-dessus, aura des matchs de repos. Tu es en retour de tendon d'Achille, tu es en retour en plus d'un an et bémol, demi. tu veux dire. Exactement. Ça fait plus d'un an que tu n'as pas joué de match officiel. Très bien, on sait, les Nets vont dire ok, on fait attention à Kevin Durant, pas de problème. Mais, en l'état, ce qu'on attend, là, cette saison, c'est le retour, au-delà de la question du MVP, c'est le retour d'un des 3 meilleurs joueurs de basket de la planète, et qui nous montre là des signes d'un retour au max. Les responsabilités offensives à Brooklyn, elles vont être maximales. J'adore Kyrie, j'adore Caris, j'adore qui tu veux, ça va être Kevin Durant. Statistiquement, ça va être énorme, au pourcentage habituel. Le script, je ne t'en parle même pas. Les médias new-yorkais, je ne t'en parle même pas, parce que ça va être complètement dingue. Et
j'en avais parlé pendant la preview des Nets, les oppositions face au gros calibre. C'est-à-dire quand il y a Brooklyn-Milwaukee, comment est-ce que KD s'énerve face à Giannis. Quand il y a Brooklyn face aux Lakers, comment ça s'énerve aussi. Je pense qu'on va avoir le retour d'un énorme Kevin Durant. Je me pose des vraies questions sur le nombre total de matchs qu'il va jouer. Est-ce que sur 72, il en joue 62 ou est-ce que sur 72, il en joue 54 ? Si c'est 54 matchs seulement, c'est pas la même, tout à fait. Et donc à ce moment-là, je serais obligé de déposer les armes et de dire ok, Giannis était en 34, 20, 15. donc je dois lui laisser la couronne. Mais voilà, je l'ai dit depuis des mois, Kevin Durant est le joueur que j'attends le plus de retour sur un parquet de basket avec des caméras braquées sur lui. Il me fait trop kiffer, ça va être un bonheur pur. Et je pense que tous les soirs, quand il va être là entre deux, les gens vont dire donnez-lui la balle. Donnez-lui la balle. C'est bon, on a fait des débats avec LeBron versus KD, KD versus LeBron pendant des années. LeBron reste le meilleur joueur de la planète. Mais alors par contre, en attendant les playoffs, voyons voir comment KD salit les gens qui l'ont sali et où il a besoin de rappeler qui est le patron. J'aime bien Giannis, j'aime bien Luka, j'aime bien Eddie, j'aime bien LeBron, j'aime bien Harden, etc. Celui qui a le plus à prouver là, celui qui a le plus à prouver dans une franchise où on lui dit « Eh oh, il n'y a plus Stephen Curry, il n'y a plus Steve Kerr, il n'y a plus Draymond, c'est toi le leader du coup ?» Eh, vas-y KD, montre-nous tout ça et va nous remporter un trophée de MVP de saison régulière. S'il le fait, en sortie de tendon d'Achille. Tout à fait, mais en plus, je comprends, l'aspect revanchard peut beaucoup jouer. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris Giannis. Parce que l'autre, il vient de se faire tancer là pendant 3 mois. Ah ouais, non, mais bien sûr. Oh là, il vient de se faire tancer. Il y a moyen que le grec il débarque, fait pardon les gars, comment ça, je suis juste un bourrin. Enfin, tu vois, genre. 72 matchs, 70 wins. D'accord. Ça suffit. Donc c'est pour ça aussi que. Voilà. Non, mais c'est des beaux candidats. Les deux à l'Est d'ailleurs. Exactement, on est sur une belle conférence Est dominée par deux joueurs de 3,50 m d'envergure. Dites-nous qui vous avez évidemment sur le trophée de Most Valuable Player. Alex, on va faire un petit récap. Allez, vas-y. Alors, au niveau des trophées, je refais juste le tour. Nous avions le premier, celui de Rookie de l'année. Ton vote ? LaMelo Ball. Obi Toppin pour Bibi sur le trophée de 6e homme de l'année. Montrezarel. Ce sera Spencer Dinwiddie pour moi. Sur le trophée de défenseur de l'année. Rudy Gobert. Anthony Davis pour Bibi. On enchaîne avec la progression de l'année. Progression de l'année, Christian Wood. Michael Porter Jr. à Denver. On enchaîne avec le coach de l'année. Monsieur Brad Stevens Basketball. Exactement, Rick Carlisle Offense. Et enfin, on termine avec le Most Valuable Player. Le grec, Giannis Antetokounmpo. Le monstre Kevin Durant. Dites-nous qui vous avez, vous, pour ces 6 trophées. On vous souhaite surtout, pour finir Alex, une excellente rentrée de la NBA. Ce soir, c'est la reprise, on est sur X. Profitez bien. Ah ouais, ça va être surexcité cool. Total. Exactement, ça va être une grosse dinguerie. Alex, tu seras dans les matchs ? Oui, je serai au moins devant l'Est. Après, on verra s'il n'y a pas un replay au café sur l'Ouest ou quoi. On verra tout ça. Et bah avec Bibi, évidemment, vous serez sur le premier et le second match avec toute la rédaction. Des bisous à toutes et à tous. Vive la reprise de la NBA. Dites-nous qui vous avez dans les awards. Et très bonne reprise de la NBA ce soir avec Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.